Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la conférence internationale sur l'accélération de la disponibilité des vaccins contre les fièvres hémorragiques virales se tient actuellement à Conakry, la capitale guinéenne. La disponibilité des vaccins est l'un des plus grands défis sanitaires auxquels doit faire face le continent. Le gouvernement de la Guinée équatoriale a signé 2 accords de coopération avec les Nations Unies. L'un porte sur l'établissement d'un bureau de l'ONU-SIDA en Guinée équatoriale et l'autre sur la libre circulation des cadres de l'ONU dans le pays. Alors que la COP21 s'ouvre ce lundi 30 novembre, focus dans ce journal sur la ville de Port-Gentil au Gabon, une ville menacée par l'érosion. Ouverture ce vendredi 27 novembre à Conakry, capitale guinéenne, d'une rencontre internationale sur l'accélération de la disponibilité des vaccins contre les fièvres hémorragiques virales et autres épidémies telles que la maladie Ebola. Elle regroupe des experts scientifiques venus de plusieurs pays du monde ainsi que des organisations internationales. C'est un reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Comment accélérer la disponibilité des vaccins contre les fièvres hémorragiques et autres épidémies? C'est la question qui regroupe pendant 3 jours à Conakry des experts venus de nombreux pays du monde. Objectif à terme, favoriser la disponibilité des vaccins contre les maladies hémorragiques à potentiel épidémiologique. Le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, a insisté sur la nécessité de promouvoir la recherche scientifique en Afrique dans le domaine de la santé des populations. Les filles et les fils doivent se donner la main pour considérer leurs efforts, pour développer des projets innovateurs, pas des évidents, c'est-à-dire utiliser la recherche pour relever les défis, résoudre efficacement et durablement les problèmes de santé liés aux épidémies, calamités ou maladies courantes, qui ont des conséquences relativement sévères dans notre environnement. Ces 72 heures de réflexion permettront aux médecins et chercheurs de faire le point sur les avancées concernant la maladie Ebola ainsi que d'autres maladies telles que la grippe aviaire. À ce jour, le vaccin RVSV Zebrov contre la fièvre hémorragique a été testé en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Selon les experts, les résultats se sont montrés 100% promoteurs et suscitent de l'espoir dans la lutte contre l'épidémie. Ces résultats semblent indiquer une très forte protection par ce vaccin contre le virus Ebola. On va s'intéresser maintenant à savoir si on peut protéger les contacts à risque des personnes qui ont été guéries de la maladie. Le reste du travail qui continue, c'est l'homologation du vaccin. En effet, il faudra dans l'avenir pouvoir profiter de ce vaccin pour vacciner les populations à risque en dehors d'essais cliniques. Donc c'est un travail qui avance. L'épidémie Ebola a frappé des pays africains parmi lesquels la Guinée où quelques 3000 personnes ont été tuées. Pour le président Alpha Condé, il est urgent de renforcer les mécanismes de prévention et de riposte contre les maladies à potentiel épidémiologique. La rencontre de Conakry débouchera sur une feuille de route allant dans le sens de la recherche en Afrique de nouveaux vaccins et autres médicaments contre de telles épidémies. L'ONU et la Guinée équatoriale renforcent leur coopération. L'ONU-SIDA, bureau onusien consacré à la lutte contre le VIH-SIDA, va en effet s'installer à Malabo, capitale équato-guinéenne. Un autre accord sur la libre circulation des cadres des Nations Unies dans le pays a été signé. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enememba. L'ONU-SIDA s'installe en Guinée équatoriale. C'est une décision qui a été confirmée à Malabo lors de la signature d'accords entre la République de la Guinée équatoriale et le programme des Nations Unies pour les VIH-SIDA. Ces accords vont permettre d'apporter un appui technique en ce qui concerne le renforcement des capacités pour faire face à l'épidémie qui constitue la 2e cause de mortalité en Guinée équatoriale. Le président a été parmi les premiers à décider de la gratuité pour les malades. Aujourd'hui, nous voyons une baisse considérable donc, dans les nouvelles infections. On est aussi capable bientôt de dire qu'on pourra peut-être contrôler l'épidémie en Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, ces 2 accords, c'est pour moi un moment de joie parce qu'un accord de siège, ce n'est pas tous les jours qu'on l'a. Un 2e accord signé à bord de la délivrance des visas pour les cadres de l'ONU et leurs familles. Les accords qui ont été signés aujourd'hui sont très importants pour la Guinée équatoriale. Ce sont des accords qui montrent une fois de plus l'effort et le dynamisme de la diplomatie équato-guinéenne. Je pense que ce sont des initiatives très positives et historiques qui doivent être félicitées.
Le nombre de personnes infectées par les VIH-Sida en Guinée équatoriale est croissant. Et selon les données officielles, ce chiffre est passé de 15 000 en 2003 à 30 450 en 2005. Pour réduire ce taux, le gouvernement a adopté un décret qui oblige tous les citoyens à faire le test de dépistage. Le traitement des personnes malades du VIH est également gratuit. La campagne électorale au Burkina Faso en vue des élections présidentielles et législatives a pris fin ce vendredi à minuit, heure locale. Une campagne apaisée et dans laquelle on a clairement pu distinguer les grands favoris. Rappelons que c'est ce dimanche 29 novembre que les électeurs sont appelés aux urnes. La célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie se tient ce 28 novembre et cette année, le gouvernement a délocalisé les festivités à Nouadhibou, la deuxième ville et capitale économique du pays. C'est une grande première. Ibrahima Dioumama, commentaire, la rédaction. L'indépendance de la Mauritanie est célébrée ce 28 novembre. La 55e édition des festivités est décentralisée cette année à Nouadhibou. C'est la première fois dans l'histoire du pays que la fête nationale est officiellement célébrée en dehors de Nouakchott. L'État veut valoriser les villes de l'intérieur pour mieux désengorger la capitale. Cela permet aussi de donner toute l'importance que les autres villes ont en dehors de la capitale. La fête de l'indépendance, c'est la fête de l'ensemble des citoyens, donc de tous les Mauritaniens. Donc en soi, c'est un bon choix politique, cette fête qui est un événement important, un événement de cohésion sociale, un événement d'union nationale, un événement aussi à travers lequel l'ensemble des forces vives de la nation peuvent s'exprimer, y compris les forces armées également. Nouadhibou est la deuxième ville de Mauritanie. Elle est devenue depuis quelques années la capitale économique du pays. Le gouvernement a lancé la construction de plusieurs infrastructures dans cette ville côtière, notamment l'extension du port, un nouveau culbuteur de chargement de minerais de fer et les travaux d'approvisionnement en énergie solaire. Cette fête de l'indépendance est aussi une manière de montrer les réalisations qui sont faites jusque-là. La pêche est relancée dans ce pays puisque c'est une ressource importante, notamment pour les Mauritaniens et pour l'exportation. La politique minière qui est menée en Mauritanie a permis de booster les indicateurs macroéconomiques. Cela fait 4 à 5 ans que le pays frôle un taux de croissance de 7% en moyenne. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé à Nouadhibou ce vendredi 27 novembre. La célébration de l'indépendance intervient dans un contexte sécuritaire marqué par la nébuleuse terroriste. Les autorités ont prévu de renforcer la sécurité dans tout le pays. Et sachez que le pape François a quitté ce vendredi l'Ouganda pour se rendre au Kenya, la deuxième étape de sa tournée africaine, une tournée qui doit prendre fin ce dimanche par la Centrafrique. C'est la première fois que le souverain pontife se rend sur le continent africain. Au Kenya, il a dénoncé l'injustice vécue par les habitants des bidonvilles. En Ouganda, il a notamment rendu hommage aux martyrs de Munyonyo. En Centrafrique, c'est un message de paix et d'unité qu'il délivrera aux populations meurtries par un conflit communautaire qui perdure depuis la chute du président François Bozizé. Au Gabon, la ville de Port-Gentil qui a abrité le Forum national sur la position commune des parlementaires africains sur les changements climatiques en prélude à la COP21 a permis de constater l'état de dégradation de la ville sous les effets de l'érosion. Quelles peuvent être les solutions pour lutter contre ce phénomène naturel? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. La dégradation du littoral national sous l'effet de l'érosion côtière et la déforestation expose le Gabon à la réalité des changements climatiques. Dans la capitale économique Port-Gentil, le phénomène existe depuis des décennies, mais il a pris de l'ampleur ces 5 dernières années. C'est ce qui a été rappelé à l'occasion du Forum national sur les changements climatiques organisé par la société civile et les parlementaires africains. Depuis quelques années, on sent que certains points géographiques ont été envahis par les eaux. Cela peut lui laisser supposer qu'il y a quand même une attaque de la nature sur l'environnement au niveau de Port-Gentil. La ville de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, est située sur l'île Mandji, langue de sable recouverte de prairies et de forêts inondées. Dans cette ville, l'homme exerce une véritable pression sur l'environnement. Le fait que l'homme empiète sur le territoire où le jeu normal doit s'effectuer, ça aggrave maintenant les processus et l'érosion qui
avait un cycle en termes de retrait de terre de l'ordre de 50 cm à 1,5 m par an, se transforme maintenant en des systèmes où certains environnements, on arrive à perdre maintenant l'équivalent quasiment de 20 à 25 mètres. Pour la société civile organisatrice de cette rencontre, la lutte contre les changements climatiques est une responsabilité collective. Les questions que soulève le phénomène environnemental à Port-Gentil requièrent une réflexion urgente. La quasi-totalité des populations de Port-Gentil vivent dans un danger permanent parce que tous ont construit sous les pipes. Et si le pétrole ne continue pas à passer sous ces pipes, quel peut être le danger si certaines populations arrivaient à percer ces pipes? Donc, Port-Gentil aujourd'hui demande une réflexion importante. La problématique de la transformation des économies, eu égard à la menace globale du changement climatique, constitue à quelques jours de l'ouverture de la COP21 à Paris un enjeu important pour l'Afrique en général et le bassin du Congo en particulier. Dans ce contexte, la société civile invite les gouvernants africains à mettre en place des systèmes réglementaires fondamentaux pour effectuer des investissements nécessaires en vue de réduire les effets de changement climatique dans le monde. Et suivez ce lundi 30 novembre à partir de 9h15 GMT la retransmission en direct par Africa 24 de la cérémonie d'ouverture de la COP 21. Une cérémonie d'ouverture qui sera suivie d'une édition spéciale consacrée aux enjeux de cette conférence pour le continent africain. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.